Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 19 avril 2022. Et ce soir, je vous parle d'un livre. Je n'arrive pas à trouver les qualificatifs adéquats pour juger de ce livre. Inouï, éblouissant, déstabilisant, un livre d'espoir, un livre de communion, un livre de littérature, tautologie, un livre de musique, je ne sais trop, une épiphanie, une révélation, un acte de communion, un livre sacramentel, un livre inspiré. Vision de Sharon, d'André Pronovo, publié aux éditions Leméac. Je vous lis le premier paragraphe, un des premiers paragraphes. Ça va vous donner l'idée de ce qu'est ce livre. Sharon Pryor. Sharon Kim Pryor. C'est en parcourant le Journal de Montréal, le 11 avril 2012, que j'ai appris qui elle était. L'article portait sur la mise sur pied d'un poste de commandement dans le quartier Pointe-Saint-Charles, à Montréal, question de relancer l'enquête sur l'homicide de la jeune femme, enlevée à Pointe-Saint-Charles, non loin de l'intersection de la rue Favard et de l'avenue H, estiment les policiers, le samedi soir 29 mars 1975, retrouvée plus tard, gisant sur le dos, dans un rucher en bordure du boulevard Guimont, à Longueuil, dans ce qui était à ce moment-là des champs perdus et des boisés. Alors ce que nous narre André Pronovo dans ce récit à la fois très construit et très échevelé, où l'émotion affleure à chaque page, j'aurais envie de dire, où chaque mot est chargé d'une charge à la fois de chagrin, d'amitié, et d'une certaine manière, on le verra ou on ne le verra pas dans les dernières pages. Sharon Pryor a donc été portée disparue le 29 mars 1975 et elle a été violée et torturée pendant 3 jours. Elle a été enlevée le 29 mars 1975. C'était un samedi saint. Et la date officielle de son décès, c'est le 29 mars. Car on n'a pas réussi à établir avec certitude le jour de son décès. Et ainsi, les soldats disparus au cours de guerre, au cours d'une guerre, eh bien, c'est le jour où ils ont été portés disparus qui signifie la date de leur décès. Le ou les assassins, on présume qu'ils étaient peut-être plusieurs, n'ont jamais été retrouvés depuis. L'enquête a été relancée il y a quelque temps, suite à diverses pistes qui
n'avaient pas été suffisamment explorées. Alors André Pronovo s'est mis à nourrir une sorte de fixation, d'obsession, vocation. Et on comprendra plus loin même une sorte de dévotion. Le sort de cette infortunée jeune fille, dont on comprendra sans peine qu'elle porte les traces, les stigmates d'une martyre, n'aura cessé de le harceler, de le tarauder. Et dans ce récit à la fois autobiographique, parce qu'il est question de lui aussi également, et on ne peut concevoir qu'un auteur ne se mette pas, non pas tout entier, c'est impossible, mais ne nous offre pas aussi ce qu'est sa vie. Qu'est-ce qui l'a amené à s'intéresser à cette jeune fille, morte à l'âge de 15 ou 16 ans. Et mais avant d'aller plus loin dans, non pas mon analyse, le terme est exagéré, je ne me livre jamais à des analyses de livres, je me livre à des expériences de lecture. Je ne suis pas prof, je me demande même si je suis libraire certains jours, certains soirs. Et je vais vous raconter d'abord, en préambule, je vais vous parler d'André Pronovo avant. Alors, André Pronovo, il est né en 1941 à Saint-Vincent-de-Paul. Il a publié une dizaine de livres, dont 5 aux éditions XYZ. Et j'ai tenu entre mes mains, l'ayant parcouru, peut-être un peu trop vitement, j'y reviendrai, Appalaches, publié aux éditions Boréal. Nous sommes, non pas amis, mais nous sommes en contact Facebook depuis le 24 mars 2015, lorsqu'il m'a fait part de son intérêt pour cette jeune martyre, m'expliquant qu'il travaillait sur ce livre qui est paru à l'automne 2021, soit 6 ans plus tard. Et dans une requête qu'il m'a faite, il m'a demandé si je pouvais lui trouver La part du diable de Denis de Rougemont. Livre assez difficile à trouver. Je n'ai pas eu l'occasion de lui transmettre le livre en question. Et sans doute, peut-être avais-je oublié cette demande. Il y a peu de temps, il a émis un commentaire sur ma page Facebook où je disais tout mon chagrin, tout mon désarroi, toute ma colère de l'agression russe en Ukraine. Et il m'avait répondu, je cite de mémoire, qu'il n'y avait au fond que la communion des saints pour rédimer le mal. Ce à quoi j'avais apposé un j'aime, peut-être négligemment, mais j'étais au fond tout à fait d'accord avec cela. Alors André Pronovo, dans la grande lignée des autobiographes, Henri Miller, Jack Kerouac, dont on aura compris dans le titre Vision de Sharon, le renvoi, le clin d'œil, l'hommage déguisé. On y retrouve aussi également la haute figure d'Elvis Presley, ce chanteur autobiographe, comme peut-être ne l'avons-nous pas assez souligné. Et les bons chanteurs, peut-être comme les bons écrivains, ne chantent que leur vie. Et même quand dans leurs chansons, ils se font témoins de la misère des autres, ce qui est encore une autre manière de faire chanter à l'unisson son propre cœur. Après avoir lu ce livre, Vision de Sharon, je suis allé voir
la sœur, sur la page de la sœur de Sharon Pryor, Doreen Pryor, qui avait mis un j'adore sur une photo mienne où je tenais entre mes mains le livre d'André Pronovo. Et j'ai parcouru la page de Doreen. Et j'ai eu un grand moment d'émotion quand j'ai vu qu'elle avait mis le drapeau ukrainien. Toute trace, fut-elle la plus mince, la plus petite, de solidarité envers le peuple ukrainien, me remue, me touche. Lorsqu'il m'arrive de voir sur la route, sur la rue, des voitures arborant le drapeau ukrainien, ou comme je le vois quand j'arpente les rues de Montréal, accroché au balcon, le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine, je m'arrête un moment et, d'une certaine manière, je communie avec la souffrance de ce peuple martyr. On ne sera pas étonné aussi qu'une femme comme Doreen Pryor soit touchée par le malheur du monde. Il y a des malheurs immenses qui broient, qui pétrifient, qui remodèlent, qui, parfois même pour les âmes les mieux nées, qui bonifient le cœur, l'existence. On imagine sans peine que la famille de Sharon a passé toute sa vie dans l'attente de la découverte ou les meurtriers de leur fille chérie ou de leur sœur. Et que cette attente, peut-être d'une certaine manière, n'a jamais été séparée de l'espérance. Espérance et attente, parfois, sont ficelées dans un même destin. Je crains fort que la majorité de nos contemporains ne savent plus attendre. Donc, par conséquent, ne savent plus espérer. Pour moi, les deux, c'est presque des synonymes. Alors, elles sont demeurées dans l'attente. Elles sont demeurées dans l'espérance. Et est survenu un écrivain. Un écrivain qui a été frappé de plein fouet, dans son esprit, dans sa chair, dans son âme, par le sort de Sharon Pryor. Et il nous offre un livre qui est, il le dit d'emblée, une vision. Une vision, plutôt des visions. Parce que dans ce récit habilement mené, s'entrecroisent ses amis, des témoins. J'y suis même, je vous lirai le passage où j'y suis cité, et lors de nos trop rares entretiens privés sur Facebook, il mentionnait l'existence de ma phrase, que j'avais évidemment tout à fait oubliée. Je ne me souviens jamais de ce que j'écris. Jamais. Alors, il arrive parfois que de mes amis bien intentionnés me citent. Et je suis toujours étonné de les entendre de leur bouche des propos tenus sortant de la mienne bouche. Et alors, André Pronovo, pour écrire ce livre, d'une certaine manière, il a usé de prière. Il est devenu orant, a consulté des oracles, a consulté des témoins. Un de ses amis universitaires qui a développé des thèses assez intéressantes sur l'origine du mal. Alors il nous confesse... Je suis fermé. Elle ne voit pas que je suis fermé. Je suis fermé. Alors il nous confesse son obsession
Elle reste devant la porte. C'est vraiment agaçant. Je suis fermé, madame. Bon, voilà. Excusez-moi, pardonnez-moi. Elle insiste. Et pourtant, l'horaire, je suis la librairie est fermée depuis 18 heures. Enfin. Alors, il nous confesse qu'il finit par nourrir une véritable passion pour cette jeune fille, pour cette infortunée jeune fille. Mais cette passion finit aussi par ressembler à de la vocation, vous disais-je, d'entrée de jeu dans cette vidéo. Alors, afin de se protéger, de s'approcher, ouais, de se protéger peut-être aussi, de ce mystère d'iniquité, il lui a fallu élargir la scène de crime à toute l'époque. Le milieu des années 70. Des années où le mouvement hippie n'avait pas encore rendu l'âme. Les années Coke et les années Wall Street et les années pornographie industrielle étaient sur le point d'apparaître. Les Américains remballaient toutes leurs armes et quittaient le Vietnam dans la honte et dans le déshonneur. Pronovo ici se fait historien, musicologue, parce que tout du long de son rôde récit littéraire, je ne saurais comment le qualifier, il émaille son texte de référence, de citation à la musique pop, à la musique rock. Bob Dylan est convoqué. Bruce Springsteen est convoqué. Gordon Lightfoot est convoqué. J'en oublie. Elvis, un peu. Et tout le long, en embarquant dans ce récit, dans cette quête, qui est à la fois, j'aurais envie de dire, une quête motorisée, à la fois également une quête pédestre, parce qu'il entrelace son récit de moments où il se rappelle comment il a parcouru les sentiers des Appalaches. Il ne faut pas l'oublier, c'est un autobiographe, André Pronovo, dans la grande foulée des autobiographes. Alors un autobiographe revient sur ses pas, revient sur son récit, ajoute le détail qui avait été omis, ajoute le détail ou grossit le détail qui soudain prend une grande importance, offre un relief du haut de l'une de ces chaînes de montagnes des Appalaches, regarde en surplomb cette société qu'il juge d'une certaine manière en perdition. Une société qui ne sait plus attendre et qui, visiblement, on l'entend, on le voit en ce moment, qui s'indigne mollement. Alors, c'est un road movie historique, musical. Et imaginez qu'au lieu de la petite épinette odorifante accrochée au miroir de la voiture, se trouve, se balançant par la fenêtre ouverte, une petite image, une icône en odeur de sainteté, celle de Mademoiselle Pryor. Pryor comme prions. Il faut aborder ce récit comme un récit composite ou un long jeu, double avec un disque double, voire même un disque triple. Map monte avec une couverture couleur pastel et une map monde constellée de lieux étranges avec de petites croix. L'Amérique inquiétante des massacres
petits ou des massacres immenses. Imaginez que vous la traversiez, cette Amérique, qui fut française, qui fut sauvageonne, qui avait été réceptive à recevoir les rythmes ancestraux des premiers habitants, qui avait intégré dans sa langue d'étranges sonorités, plus tard des musiciens aux chevelures fauves feront des rituels neufs avec ces rythmes. Pronovo est un musicien. Pronovo a également l'oreille musicale, ce qui est la règle en écriture. Les passages que je vous lirai plus tard, certains d'entre eux que j'ai retenus, ne pouvant retenir tout le livre en entier, va sans dire, il est question de l'écriture. Je suis toujours ravi quand un écrivain de race s'arrête pour nous livrer quelques-uns de ses secrets, quelques-uns de ses ensorcellements. Alors oui, le beat, comme le disent les rappeurs. Hein? Les rappeurs dont ils parlent, ils ne font pas de la musique, ils font des beats. Et rap, ça veut dire, bon, chacun le sait, mais il est bon de le rappeler, rap, rhythm and poetry. Rap. Alors oui, dans le texte, il a incorporé des standards de rock. Alors il en a fait des collages sonores. Comme les rappeurs, Pronovo en fait autant. Et il a intégré aussi des paysages, autres ceux des Appalaches. Batiscan, Longfellow à Longue Pointe, Champlain. Et dans le corps, dans le sang impétueux à la langue, chevillée au corps, riff qui griffe, mais avec cet amour qui ne le quitte jamais de la poésie française. Cette grande chose, arrachée, confinée, greffée au continent. Tous les grands rockers, même sans y comprendre un seul mot, sont les héritiers du grand voyant, Arthur Rimbaud. Et cette nuit en enfer de 1975, ce samedi saint, on peut entendre certaines mesures de l'infernal Beggar's Banquet. Sympathy for the devil. Pleased to meet you. Vêtements arrachés. Tell me, sweetie, what's my name? Ici, ce n'est pas tant la quête, ce n'est pas un roman policier, va sans dire. Ce n'est pas tant la quête de découvrir ou d'espérer ou d'anticiper qu'enfin seront dévoilés les assassins de Sharon Pryor ou d'hypothétiques suspects. Même si, vers le milieu et à la fin du récit, en connaissant le résultat, on espère un dénouement. Mais le passage qui m'a plus ému, qui m'a plus touché, et il y a des choses que je ne vous révélerai pas à la suite de cette petite vidéo, à la fois écrite, vous l'avez entendu, j'ai quelques-unes de mes phrases notées sur des feuilles volantes, et aussi parfaitement improvisées. Je ne savais pas que j'étais pour dire certaines paroles, et c'est à mon sens, c'est ce que de plus intéressant dans mes interventions, c'est quand je sais que je ne saurais pas quoi vous dire. Ce qui m'a le plus ému, touché, bouleversé même,
c'est sa rencontre avec la mère de Sharon, les liens qu'il développe entre eux. Et j'imaginais combien il fallait d'empathie, de sincérité, de véritable et réel intérêt, j'irais même jusqu'à dire de dévouement pour être capable d'entrer dans la souffrance de cette vieille dame qui, elle, n'avait jamais cessé d'espérer. Alors ils se côtoient, ils se fréquentent, ils vont porter des fleurs sur la petite pierre tombale de Sharon. Il va même y construire, à un moment donné, y installer une cabane à oiseaux. Il va évoquer Claude Melançon, nos charmants voisins, l'homme qui a écrit sur les oiseaux québécois, un ouvrage paru, si ma mémoire est bonne, dans les années 50. La figure de la mésange, cet oiseau autochtone, eh bien, tout à fait amical, oiseau d'une grande intelligence et d'une grande sensibilité, ira nicher dans cette cabane rafistolée, dans cette cabane d'oiseaux rafistolés qui a appartenu au père de notre écrivain. Va sans dire que les dernières pages m'ont également estomaqué. Mais ici, à ce stade-ci du récit, n'est plus question de la logique ordinaire des choses. Il faut envisager la réception de ce texte avec la foi. La foi du charbonnier, la foi du médium, la foi du mystique, la foi de celui qui n'a cessé jamais d'espérer. Et je ne vous le révélerai pas. Vous aurez compris que je vous invite à le lire. Ce livre-là n'a sans doute pas eu la réception qu'il méritait. C'est ainsi que des livres très importants échappent aux critiques, dont c'est le métier de lire des livres. Échappent aussi à l'ère du temps, car ils n'appartiennent pas à l'ère du temps. Ils appartiennent à une autre sorte d'air, d'autres sortes d'air pur. Un air des cimes, j'aurais envie de dire. Un air qui n'appartient pas au flux ordinaire des choses. Il faut pouvoir à la fois se dégager de notre époque qui est lourde, pour pouvoir accéder à un autre niveau de conscience, j'aurais envie de dire. Alors, je vais vous lire quelques passages que j'ai relevés. Peut-être vais-je les commenter. Peut-être ne vais-je pas les commenter. Mais je vais commencer par un passage, à tout seigneur, tout honneur, où je suis cité. De nos jours, dit le libraire montréalais Bruno Lalonde, lire un poète, c'est porter assistance à un être en danger. Le poète, c'est celui qui monte la garde. La vie en ce qu'elle a de meilleur. La mort en ce qu'elle a de pire. Rimbaud monte la garde. Villon monte la garde. Néligan fait de même. Homère, le grand poète grec, élève ses contemporains au-dessus de la sauvagerie et de la brutalité ancienne. Les poètes grecs, plus encore que les membres du clergé athénien, comptent parmi les premiers hommes à percevoir du divin dans l'aventure humaine. De nos jours, le champ de recherche dans lesquels le poète devance le psychologue et même l'homme de science sont plus nombreux qu'on ne le pense. Les poètes voient avec les yeux des anges. C'est ce qu'écrit William Carlos Williams dans sa préface de Home d'Allen Ginsberg.
on aura compris. William Carlos Williams lui ai consacré une petite vidéo il y a à peine quelques jours. Dans cette fameuse séquence lazaréenne, sans doute William Carlos Williams aura une place importante, ainsi que Jean Quérol, à qui je dois ce terme, je ne cesse de le répéter, les choses importantes doivent être répétées. Peut-être que la planète est au bord d'une déflagration, ou peut-être que l'humanité va assister à des horreurs sans nom dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Déjà depuis 55 ou 56 jours, nous en sommes les témoins impuissants. Mais pas parfaitement impuissants par ceux qui sont dotés de la foi. Je vous disais qu'il y avait beaucoup d'amis, André Pronovo, et que beaucoup d'amis traversaient les pages de ce récit. Il y en a un, entre autres, qui revient assez souvent, Claude Essiambre, mon vieil ami du bord de l'eau, dit-il. Je vous lis le passage. Un sacré type. On lui doit de nombreux livres, tous plus savants les uns que les autres. Des trucs sur l'imaginaire, sur la sexualité en tant que construit psychique, sur la construction de l'identité sexuelle, sur les frontières du normal et de l'anormal, sur les désordres de la vie amoureuse, sur la proto-féminité. Des trucs qui potentiellement vous balancent dans le décor les 4 fers en l'air. Professeur honoraire à l'Université du Québec à Montréal, Claude vous invite à parcourir le côté sombre de votre cour, peuplé de spectres et d'anges déchus, et baignant dans des eaux glauques. Rien que ça, mesdames et messieurs, il est drôle. Il vous dit que son prochain livre va s'appeler « Au-delà du mal ». Il compte faire un rapprochement entre l'idée du péché originel et l'apparition du néocortex. Sur l'écriture, j'écrivais montée, descente, clairière, col sombre. Écrire, c'est marcher. C'est apprendre une chanson, les paroles, les accords, le phrasé, le branle-bas. On n'est pas loin de l'obsession. On bâtit sur le roc et sur le vide le jour d'après. Brassens pouvait passer des semaines à chercher un mot. Le mot qui vous transperce le cœur, qui s'écrit comme le mot foudre, qui se prononce comme le mot mal, qui vous rappelle le vent qui pleure, le loup qui hurle, le ruisseau qui émet un son clair et joyeux. L'excellent Georges Brassens, on l'a vite oublié. Oui, il m'arrive de penser ça. Que Sharon m'a découvert en patrouillant du haut des cieux, en me voyant sur le sentier évocateur de rédemption. Il existe, selon la Bible, une solidarité mystérieuse entre les morts et les vivants. Dans la même veine, le second manifeste du surréalisme nous dit que le réel et l'imaginaire sont loin d'être contradictoires. Silhouette spectrale, lumière étrange,
bruit de tempête par temps clair. Ici, il visite le cimetière Côte-des-Neiges où il est enterré la sépulture de Sharon. Les soirs d'été, quand rôde le petit duc, on peut entendre son chant plaintif. L'abondance d'arbres fruitiers explique la présence d'oiseaux qu'on n'observe guère dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges et pas du tout dans la région métropolitaine. La Terre a perdu 60% de sa faune ailée depuis que Sharon est disparu. C'est à se demander s'il n'y a pas un lien entre les deux tragédies. Chaque jour, derrière chez elle, dans le bel espace vert entre les rues de la Congrégation et de Sébastopol, Sharon s'affairait à nourrir les oiseaux. J'étais sans le sou de m'expliquer, Madame Pryor, que j'ai pu faire inhumer ma fille dans pareil paradis tient du miracle. Pas une porte où l'on ait frappé, pas une salle de danse où l'on ait passé le chapeau, pas une taverne, pas un chantier de construction où les hommes ne se soient cotisés. En d'autres termes, on doit la douleur et au sens du prochain des gens de la pointe, ainsi qu'à l'aide particulière des responsables du cimetière, cette sépulture de Sharon Kim. Ici, les questions de la mère. Je ramenai Yvonne chez moi. Je la pris dans mes bras tendrement. Un paquet d'os. Je lui dis au revoir et voilà. Je roulai vers Laval en me demandant s'il existait au monde d'autres hommes pareils à moi. Une colle que Henri Miller se pose à lui-même dans l'un de ses livres. Dans mon antre du bord de l'eau, je poursuivis ce qui m'occupait depuis maintenant 2 mois et demi, la révision de ce manuscrit, Kerouac et Presley. Un travail fou et exigeant, qui ne tolère aucun flanage, aucune fatale demi-mesure. Faire un livre qui vaut d'être lu, c'est faire un pèlerinage. On honore un lieu saint ou un grand personnage. On est à Lourdes ou à Memphis. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je savais où m'arrêter, heureusement. Trop loin, ça devient dangereux. Les ambulanciers de l'hôpital psychiatrique vous attachent sur leur brancard. Un soir, quelque temps après les fêtes, Mrs. Pryor me fit lire le rapport d'autopsie. Oh là là! C'était la première fois que je lisais un rapport d'autopsie. Je le lus entier, sans dire un mot, en respirant difficilement, comme quand on descend dans un lieu inquiétant, peuplé d'esprits sombres et de veaux à 2 têtes. Autant lire la biographie autorisée du prince des ténèbres. Le document faisait 12 pages dactylographiées. Le degré de meurtrissure des parties génitales et anales suggère la participation de plus d'un fou.
On a peine à croire. On remet en question l'existence de Dieu. Sharon était vierge jusqu'à son agression. Inexprimable est la violence des coups portés à la figure. Présent à l'autopsie, pratiquée par le pathologiste et médecin légiste Jean Hould, le sergent détective Jacques Dutrisac, l'enquêteur responsable du dossier. Mon affection pour cet inconnu redoubla. Dans quel état émotionnel, voire physique, avait-il ce jour-là retrouvé sa famille, son quart de travail terminé? J'imaginais toutes sortes de choses, toutes plus pénibles les unes que les autres. Je pensais au docteur Hould aussi. Le besoin d'emprise peut rendre fou celui qui l'éprouve. Claude, son ami Claude, sait de quoi il parle. C'est un spécialiste des dérives sexuelles. Il est facile de démontrer, dit-il, que la pulsion sexuelle est liée à la pulsion de vie. Le plaisir sexuel, le temps qu'il dure, donne à l'homme l'illusion d'être plus fort que la mort. Retour au Jardin d'Éden. Claude enchaîna avec une interprétation qui allait dans le sens de ses travaux sur la dyade mère-enfant. L'agresseur de Sharon, un homme au narcissisme fortement endommagé, au sentiment général de vide intérieur, avait tué sa mère. Légion sont les hommes dont la vie sexuelle part d'une hostilité envers la mère. Le sadique, l'exhibitionniste, le pédophile, le violeur qui dégrade une femme, le voyeur qui s'immisce dans l'intimité de sa victime à l'insu de celle-ci. Ces blessés de guerre vainquent leur angoisse ou essaient de retrouver leur équilibre émotionnel au moyen de l'hostilité. L'individu passe de la position de victime à celle d'agresseur. La conversion du trauma en triomphe, quoi. La plupart du temps, heureusement, cette vengeance inexorable ne dépasse pas l'imaginaire. Je ne poursuis pas. Je ne poursuis pas ma lecture. Je ne poursuis pas la lecture. Je vous invite évidemment à lire ce livre. C'est un livre important qui n'a pas reçu l'attention qu'il mérite. J'espère, par cette toute petite vidéo, offrir quelques gages à la fois d'amitié et d'estime à son auteur, André Pronovo. Et je le remercie d'avoir écrit ce livre. Et je me joins à cette communauté invisible qui va prier ou qui va demander à Sharon de prier pour lui et pour toutes les nombreuses victimes qui abondent sur cette terre parfois assez terrifiante, où le meilleur côtoie le pire. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.